particulièrement de plaisir à introduire cette table ronde organisée donc par la revue Actualité de la scénographie en collaboration avec l'ISTS qui, comme vous l'avez vu sur le programme, a pour sujet la scénographie n'est-elle pas de la conception même du lieu de ce spectacle, cette architecture invisible qui conditionnera l'espace de création. Quels sont les rapports entre maîtrise d'usage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage? Autour de cette table sont réunis différents acteurs importants dans l'élaboration de cette conception, qui échangeront en regard de leur expérience personnelle, mais également, comme tout projet s'appuie sur une notion d'équipe. De quelle manière ils se croisent, sont impliqués les uns par rapport aux autres, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, ce que je disais, et maîtrise d'usage et les AMO. Donc je commence par François Fressot, qui est fondateur de l'agence Café Programmation, spécialisée dans les projets à vocation culturelle, mais qui, au-delà du programme, proprement dit, étudie la relation dialectique entre des espaces constitutifs et des pratiques évolutives. Je trouvais intéressant, en fait, de préciser cela. Michael Petit, actuel directeur technique du Festival d'Avignon, donc je pense que tout le monde ici le connaît certainement ou le croise régulièrement en ce moment. Son parcours l'a amené à naviguer entre institutions et création, des projets artistiques, des projets de lieux, évidemment l'ensemble de ce qui concerne la création. Aussi, il portera un témoignage intéressant sur la maîtrise d'usage. Thierry Guignard, qui est un... Bonjour, parce qu'en fait, j'avais fait, mais c'est vrai que vous n'êtes pas forcément dans l'ordre de la présentation. Mais bon, Thierry Guignard, qui est un scénographe au parcours impressionnant, une participation active sur beaucoup de projets importants, le Châtelet, Théâtre de Beaulieu en Suisse, enfin, etc., et qui s'oriente aujourd'hui davantage vers l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la collaboration avec des programmistes et la transmission de son expérience auprès des jeunes scénographes. Clémentine Lebray, qui représente la nouvelle génération des scénographes, qui a rejoint le bureau de scénographie Arsénault, dans lequel elle est associée. Elle se partage entre des opérations de maîtrise d'œuvre, par exemple la scène musicale, qui était un gros projet à Boulogne, des opérations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle est notamment à AMO actuellement sur la grosse opération de réhabilitation du Théâtre national de Chaillot. Mais pour autant, elle se passionne aussi pour des projets plus modestes, comme le Théâtre de Louvray à Pontoise ou Longwy, la halle de Longwy. Et donc, par ailleurs, elle représente aujourd'hui aussi l'association ACT, l'association des concepteurs techniques en équipement scénique, qui regroupe un nombre important quand même maintenant de scénographes. Et Stéphane Roux et Marie-Agnès Blond, qui sont architectes, qui ont fondé l'agence Blond et Roux en 2003. L'agence réalise la plus grande partie de ses projets dans le domaine culturel, construction, réhabilitation, restructuration de théâtres, de salles de concert en France, en Europe et en Outre-mer. En résonance avec l'implication de ses associés dans les champs des musiques contemporaines par la production notamment, dans le cadre du label Chine, de musique et de concerts. Et puis je vous présenterai les deux personnes qui vont également intervenir de l'USTS, mais quand elles monteront sur cette estrade. Et je vous expliquerai ce on échangera après. Donc en fait, pour commencer cette table ronde, j'aimerais citer Peter Brook, qui disait « L'édifice est inutile et nécessaire à la fois, inutile souvent parce que figé dans une forme qui ne met pas en valeur le spectacle, nécessaire parce qu'un lieu bien fait permet de rassembler, de communier pour le public et de méditer pour l'acteur ». Donc, par ailleurs, vous savez tous que Craig, quant à lui, pensait que le théâtre devait être un espace vide avec seulement un toit, un seul et des murs. Bon. Donc, construire un lieu de spectacle aujourd'hui est difficile. Difficile d'avoir un modèle unique et définitif. Il y a autant de réponses possibles que de situations données. Ça doit répondre à une multiplicité de demandes, d'envies de création. Mais d'un autre côté, les spectacles tournent d'un lieu à un autre. Aussi doivent-ils trouver à se loger dans une logique économique
qui ne s'imposent pas forcément comme d'autres lieux culturels tels que, qu'on avait échangé d'ailleurs, tels que les musées ou les bibliothèques, qui ont leur propre identité et qui ne viennent pas en concurrence a priori avec d'autres lieux. Dans un tel contexte de travail où l'imaginaire a une telle importance, la moindre intervention sur un espace, une articulation, une couleur, une matière, enfin, doit être réfléchie avec soin. Il ne faut pas penser que l'espace dans lequel le spectacle est joué n'a pas de signification, bien au contraire, et ce d'autant plus qu'un lieu de spectacle a un cadre de contraintes fonctionnelles et techniques, un aspect normatif, en quelque sorte, qui doit être pris en compte pour que ces lieux perdurent, surtout, comme on l'avait dit d'ailleurs, par les temps qui courent, et ne doivent pas pour autant enfermer le désir du lieu. Aussi, en préparant cette table ronde, nous nous sommes arrêtés sur un fil conducteur qui serait le désir. Avant toutes les étapes que nous allons évoquer, hein, qui construisent le projet naît d'un désir. Soit un désir d'un artiste, pour un projet artistique très précis, le désir d'un lieu, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui dans l'espace, le désir d'un outil fonctionnel et donc d'amélioration de cet outil, le désir d'un maire pour des raisons politiques et électorales. Le projet naît d'un désir, quel qu'il soit, et ce désir doit être partagé d'une étape à une autre. Donc François, on va commencer par toi et puis après le débat se déroulera naturellement, je pense. Tu es souvent très en amont de ce qui deviendra un jour un projet construit, quand il n'était qu'une utopie quelques années auparavant. Donc quelle est ta démarche face à ce désir? D'ailleurs, quelquefois tu dois le susciter, cette envie de création, ce désir, etc. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on est parmi les tout premiers... On est parmi les tout premiers intervenants appelés sur une opération en tant que programmiste. Au moment où celui-ci n'est souvent qu'au stade d'une intention à peine. Et on est amené à déceler cette intention, à percevoir ce que pourrait être ce projet, sachant que la question du désir, c'est pas simplement une notion aussi fugace, qualitative, poétique. On s'aperçoit de plus en plus, étant donné la durée de l'opération de plus en plus longue, les acteurs qui vont être mis en jeu, que le désir, cette intention en tout cas, et la façon dont elle va être renforcée tout au long de ce processus, dont les différents acteurs, et on va le revoir, c'est un désir partagé évidemment, vont contribuer à porter leur pierre. C'est souvent la raison la plus forte pour que le projet se fasse. Parce que ce jeu d'acteurs qui pouvait être clair, qui était connu à l'origine dans des processus opérationnels assez classiques, il est de plus en plus complexe, subtil. Et à notre avis, ce qui, en tout cas la modeste pierre qu'on peut apporter à cet édifice, c'est de faire en sorte que ce projet qui se dessine petit à petit apparaisse de plus en plus évident, fasse consensus, génère des envies, et soit le ressort finalement du processus et soit facteur que le projet aboutisse. Dans ce jeu d'acteurs, nous, on intervient en tant que programmiste auprès du maître d'ouvrage, donc le commanditaire du projet, dans un travail d'exprimer cette commande à l'attention du maître d'œuvre. Donc on joue ce rôle de passage, de transmission. Les termes sont sans doute mauvais, hein, un ouvrage, une œuvre, comme si ça pointait des projets différents et dont tout le monde aurait la maîtrise, alors qu'il s'agit exactement de l'inverse.
hein, d'un projet unique qui se dessine et sur lequel personne n'a de maîtrise. Au contraire, si certains essayent de se l'approprier, le projet aura plein de raisons de se déconstruire, de ne pas se réaliser. C'est une maîtrise partagée d'un même projet. Et entre ce maître d'ouvrage, ce maître d'usage, donc le commanditaire, les architectes et ces bureaux côté maîtrise d'œuvre, se glisse un autre intervenant qui est souvent oublié, qui est le maître d'usage que tu peux représenter. Et nous, dans nos démarches programmatives, le travail principal que l'on mène, il est auprès de ce maître d'ouvrage. Ce personnage un peu oublié, donc c'est le directeur d'un lieu, l'artiste, le directeur technique. Et on s'aperçoit de plus en plus, nous, que déjà les commandes qui viennent à nous, paradoxalement, ne viennent pas de plus en plus, depuis que c'est de plus en plus compliqué de construire des projets culturels à cause surtout des projets culturels publics, comme en France, financés par de l'argent public qui tente à manquer. De notre côté, la plupart des commandes de programmation ne viennent pas de la personne de qui elles devraient venir, c'est-à-dire une ville, un ministère de la culture, si c'est un équipement national, en gros du commanditaire qui aurait pu réunir le financement, les partenaires pour faire ce projet, le site, et le projet était assuré. Non, ils viennent de plus en plus d'un soupçon de désir et qui est souvent exprimé par le maître d'usage. C'est-à-dire un maître d'usage qui nous appelle en disant il y a sans doute un projet à faire, il faut qu'on le définisse ensemble, qu'on en démontre l'opportunité, l'intérêt, la faisabilité. Donc rien n'est gagné à ce moment-là. Et ça va être le fil conducteur de notre projet, de la démarche. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, quelquefois, le projet naît quand même d'un projet culturel, mais et très souvent aussi, il naît simplement d'une ambition politique. Pour autant, le travail des uns et des autres, enfin, en tous les cas des AMO, du programmiste, quand le maître d'usage existe aussi, mais même si dans ces cas-là, souvent c'est parce qu'il n'existe pas, c'est d'essayer de se libérer un peu de ce manque de programme, de ce manque d'ambition, pour au contraire entraîner, et ça s'est arrivé plusieurs fois, l'élu dans des propositions plus imaginatives. Mais donc, quand on parle du maître d'usage, justement, Michael, le partage, le dialogue autour du projet, c'est essentiel. Comme ce serait intéressant de savoir comment tu te positionnes face aux enjeux de la programmation en tant que maître d'usage et comment tu partages tout cela avec tes équipes, ton directeur. Alors, donc, pour répondre à cette question, il faut que je remonte un peu dans le passé, parce qu'en fait, là, dans on va dire le temps, la séquence actuelle, on n'est pas sur un projet de construction ou pas encore peut-être. Enfin, bon, en tout cas, voilà. Mais pour répondre précisément à la question de l'importance de ce qu'on va appeler la maîtrise d'usage, déjà une petite réflexion personnelle, enfin une petite observation personnelle glanée au cours de mes 20 ans de pratique de lieux qui sont à la fois j'ai traversé des scènes nationales, des CDN, et donc je fais la différence entre un CDN et une scène nationale, parce qu'un CDN est souvent le fruit d'un désir artistique d'un artiste ou d'un metteur en scène, etc. Et je vais faire référence, parce que je pense que c'est pour moi un des plus beaux exemples où une maîtrise d'usage a été vraiment prise en considération. J'aurais même tendance à dire que c'est la maîtrise d'usage qui a pris le pouvoir et qui a pris un architecte pour traduire ses besoins et ses envies. C'est Nanterre-Amandier, mais version Pierre Debauche, 1976. Alors c'est vrai que
on est dans une autre époque, c'est les 30 Glorieuses. Là, on est vraiment dans la belle époque, si on veut. En tout cas, c'était une époque. On est dans ce triangle du désir qui est décrit, c'est-à-dire la rencontre d'une volonté politique d'une ville de faire un projet culturel, d'une volonté culturelle d'un metteur en scène, en l'occurrence Pierre Debauche, qui a pu expérimenter par le biais de festivals Amandier, qui s'est exprimé pendant un temps dans des chapiteaux, pendant un temps dans des préfabriqués mis à disposition par l'armée, etc. Enfin, qui a pu faire vraiment la liste de tous ses besoins en tant que porteur de projets artistiques et qui, dans le cadre d'un désir de créer un théâtre, avec le soutien d'une ville, se voit donner les moyens de le faire. Et donc, pour revenir au sujet, donc la maîtrise d'usage, etc., c'est clair que quand un lieu a été construit et pensé autour d'un projet artistique, avec une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage au service du projet, là, on se retrouve face à un outil. Je sais que dans la salle, d'autres l'ont expérimenté à d'autres époques. Il y a eu plusieurs époques. Dans Terre-Amandier, il y a eu bien sûr l'époque Chéreau, où on va dire est venu a été complété par des ateliers de construction qui n'étaient pas pensés à l'époque. Mais sur la conception d'un lieu au service d'un écrin, au service de l'expression artistique, moi, si je dois donner un meilleur exemple, c'est celui-là, pour ces raisons-là. Pour les raisons de la conception, de la logistique, l'emplacement des loges, les possibilités, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, Michel, à chaque fois que ça m'a été donné, l'occasion m'a été donnée de travailler sur un projet de réhabilitation ou de modification d'un lieu, je pense notamment à un projet qui n'a jamais vu le jour à la Grande Halle de la Villette, où avec Thierry, on a travaillé sur un projet qui était ambitieux et que je regrette de ne pas avoir pu mener, mais bon, ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui le fera plus tard, de travailler sur un grill un petit peu plus fonctionnel et plus pérenne, et qui permettent aussi de faire dans la Grande Halle de la Villette des spectacles, des spectacles de manière un petit peu plus facile que c'est le cas actuellement. Pour moi, c'est évident que il faut impliquer toutes les chaînes de l'usage, c'est-à-dire le chef de service machinerie. Le chef de service machinerie travaillait avec moi concrètement sur la définition du programme, et de se poser des questions pratico-pratiques auxquelles on ne pense jamais forcément, ou que c'est toujours rageant de découvrir une fois que c'est fini, que c'est trop tard. Et d'ailleurs, aussi, en contre-exemple, moi je fais souvent l'expérience que j'ai faite, c'est souvent d'arriver après que des travaux aient été faits. Que ce soit au TAP ou à d'autres endroits, où j'arrive juste au moment où les travaux ont été réceptionnés un an avant. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, des histoires, par exemple, au TAP, c'était une histoire de passerelle de salle qui était mal positionnée, etc. À chaque fois, le problème, c'était est-ce qu'on avait vraiment écouté, par exemple, les électros et la maîtrise, l'usage, quoi. Donc, il y a quand même un lien très fort, et je pense qu'il est vital d'impliquer la maîtrise d'usage, que ça soit sous la forme de l'artiste, de la direction technique. La direction technique n'est pas omnisciente et omnipotente, elle travaille avec des services qu'il ou elle doit impliquer aussi dans la réflexion de la création de cet écran. Mais très souvent, en fait, surtout quand les utilisateurs sont très compétents, il y a une espèce de méfiance de cette maîtrise d'usage de la part des maîtres d'ouvrage, pensant qu'il va y avoir une liste à l'après-vert, pensant qu'effectivement, ils vont formater le lieu à leur image, alors qu'en réalité, c'est faux, parce qu'en fait, on sait très bien qu'ils passent, et qu'en fait, ils le font par rapport à d'autres lieux dans lesquels ils ont vécu, qui fonctionnaient bien, ou par rapport à ce qu'ils pensent pour leurs successeurs. Tu me disais par ailleurs, Clémentine, à un moment donné, que pour toi, parce que peut-être que tu l'as
souvent, tu as souvent été confronté à cela, qu'en fait, c'était très difficile quand il n'y avait pas de maître d'usage, de directeur technique au niveau des projets, et que ça entraînait quand même justement pas mal d'erreurs. Oui, c'est forcément deux démarches complètement différentes quand on a un utilisateur dès le départ. Alors souvent forcément plus sur des rénovations, des réhabilitations, ou quand on part des fois sur du neuf et on n'a pas d'équipe, enfin il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas de direction technique, et ils arrivent au fur et à mesure des projets, parfois très très tard. Des fois on a des directions techniques qui sont nommées 2 mois avant la réception des travaux, et forcément on a dû faire des choix parce qu'on ne peut pas attendre ce moment-là. Alors, que ce soit sur des positionnements de passerelles, du choix de matériel, enfin, plein de choses, il y a jamais une manière de faire. Donc, à un moment, on est obligé, nous, de faire des choix si on est là tout seul. Et forcément, il y a beaucoup de chances qu'au bout du compte, on est « Ah ben ouais, mais on n'aurait pas fait ça comme ça ». Oui, on aurait pu faire autrement, mais on n'avait pas les interlocuteurs pour discuter au moment adéquat. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on part avec les équipes. C'est super enrichissant, enfin, de pouvoir échanger et justement essayer de concevoir une salle en fonction de comment les utilisateurs ont l'habitude de travailler, mais aussi de prendre ça en compte et de voir, d'aller au-delà et de se dire bon, l'objet va devoir aussi évoluer dans le temps et d'avoir quelque chose qui soit évolutif, qui convienne à l'équipe en place et qui puisse aussi s'adapter après derrière aux prochains utilisateurs. C'est vrai qu'il faut avoir en fait à un moment donné comment officialiser, parce que le maître d'usage maintenant, je pense que grâce à pas mal d'interventions justement directeurs techniques, en fait il est bien ancré aujourd'hui au niveau des projets, au niveau de même les maîtres d'usage, enfin les maîtres d'ouvrage savent très bien comment il est intéressant de discuter avec un maître d'usage, mais malheureusement il n'y a pas de visibilité officielle et notamment, et on en avait discuté aussi, notamment parce que il ne prend pas de responsabilité sur les projets en fait, et que donc effectivement le maître d'œuvre, le scénographe, le programmiste a une responsabilité sur le projet et on considère que, à tort d'ailleurs, parce qu'en fait la responsabilité elle est encore plus portée par ce maître d'usage, parce que quelque part il sait très bien que lui il entraîne encore beaucoup de choses et qu'il va vivre dans ce lieu et qu'il va faire vivre ses collègues dans ce lieu pendant des années. Mais bon, ça fait partie justement des problématiques aujourd'hui qui serait intéressant de développer et de mettre, en fait, je ne sais pas, au niveau je sais pas si une loi, au niveau des concours, enfin, il faudrait qu'il y ait une obligation, parce que je pense qu'effectivement, ça évite beaucoup d'erreurs. Alors, justement sur les lieux, parmi tous les projets que vous avez étudiés, notamment en AMO, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'évolution dans la conception grâce à justement les discussions que vous pouvez avoir d'ailleurs avec certains maîtres d'usage et dans la conception et la réflexion des lieux de spectacle? Oui, moi je pense que l'évolution, elle se fait touche par touche en fait, tout doucement, mais c'est vrai qu'en 30 ans, on a vu l'évolution en fait de ces outils et la façon de les utiliser d'ailleurs. Ceci dit, pour revenir au début, sur les propos de François, avec qui je travaille essentiellement en AMO, en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'effectivement, François va rêver, et puis on a quelques bureaux d'études qui l'entourent pour lui remettre les pieds sur terre. Pas spécialement en scénographie, mais il y a aussi l'économiste, il y a tout un tas de gens qui l'entourent, quand je dis l'entoure, son équipe en tout cas, et c'est ça l'intérêt, en fait. L'intérêt, c'est surtout de garder le désir, en fait, ce fil conducteur, en fait, et puis il faut remettre les pieds sur terre, en fait, avec toutes ces obligations, en fait, à la fois réglementaires, financières, tout ce que vous voulez. Et ça, moi, je trouve qu'en tout cas en AMO, c'est vraiment intellectuellement très intéressant. Et la discussion, forcément, qu'on évoque depuis le début, on peut instaurer cette discussion avec la maîtrise d'ouvrage, déjà, qui est le commanditaire, en fait, de l'outil. Ça, c'est génial, quand les gens ont vraiment envie, ce désir, mais on ne l'a pas toujours. Michael prenait l'exemple tout à l'heure de certaines mairies qui n'ont pas forcément le désir. Eh ben on va le susciter. On va essayer d'aller chercher ce petit côté intéressant, en fait.
Et bien sûr, l'idéal, enfin moi j'ai toujours préconisé une discussion avec les usagers, forcément quand ils sont là, c'est l'idéal, honnêtement. Et puis, en plus, l'idéal de l'idéal, c'est quand on a un mélange entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Donc à ce moment-là, la décision, elle est en direct. Je prends l'exemple du TNS, par exemple, où ils sont, quand ils font des travaux, sont maîtrise d'usage et maîtrise d'ouvrage, ou même le Festival d'Avignon, ici pour la Fabrica, et c'est génial, là, parce qu'à ce moment-là, la décision, on les prend immédiatement, mais tous les gens sont autour de la table. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de remise en cause des fameuses décisions qu'évoquait Clémentine tout à l'heure, à un moment donné, où on a des décisions à prendre, mais ces décisions, elles vont évoluer en fonction des fameux utilisateurs. Là, on a tout le monde autour de la table. Et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, en tout cas. Et d'ailleurs, ça va au-delà, d'ailleurs, en termes de maître d'usage, ça peut aller au-delà, notamment quand tu parlais du TNS, et je pense aux ateliers des Kirsch, c'était tout, les menuisiers, les accessoiristes, les peintres, tout ça qui ont participé au programme et qui ont participé pendant toute la durée du chantier. C'est vrai que c'est fondamental, c'est pour ça que toi aussi, ce que je disais tout à l'heure, tu travailles effectivement aussi avec toute ton équipe. Donc en fait, la question, c'est vrai que c'est comment, par ailleurs, transmettre par rapport à ce désir, comment transmettre l'essentiel dans un projet. Stéphane ou Marie-Agnès, en fait, vous disiez que lorsque vous recevez un programme, vous avez évidemment besoin d'être enthousiasmé. Et que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on peut, bah oui, c'est pas toujours le cas parce qu'on est en train d'évoquer tout ça, mais la traduction dans le programme, elle n'est pas toujours réelle. Quelquefois, il y a effectivement une profession de foi, mais pas toujours. Donc, quand c'est vous qui allez quand même à un moment donné gérer le projet, et c'est intéressant de savoir comment vous faites pour essayer de trouver justement ce désir qui doit normalement transparaître dans ces documents? Ce désir, il émane de la dimension assez singulière de ce type d'équipement. Nous, ce qu'on trouve tout à fait incroyable, c'est qu'on construit des grandes structures, des outils techniques très sophistiqués, et en fait, on ne sait pas à quoi ils vont servir. Je suis un peu excessif en disant ça, mais c'est vrai que la dimension de ces bâtiments, c'est de pouvoir être un territoire des possibles, c'est de pouvoir se renouveler sans arrêt, c'est pouvoir créer des choses qui sont inédites et inouïes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est un questionnement très fort et qui alimente en permanence notre désir. Mais pour qu'on puisse être pris par ce désir, il faut effectivement que la programmation... Je vais à l'encontre de ce que dit Thierry. Nous, on n'est pas pour une... Enfin, non, je ne veux pas dire ça, mais je ne veux pas dire qu'on n'est pas pour une programmation raisonnable. On est pour une programmation très raisonnable, mais on est aussi pour une programmation qui donne un sens et une dimension singulière à ce lieu. C'est vrai que, d'une certaine façon, il y a une codification de ce qu'est l'outil de salle de spectacle ou théâtre, et qu'en fait, il y a des programmes qui nous amènent à aller au-delà. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Je dirais même que ça commence dès l'appel d'offres, l'appel de candidature, où finalement, on voit paraître un appel d'offres. Et je pense que notre imaginaire est déjà dans les starting blocks. Et on a déjà vraiment envie de s'intéresser à ce questionnement. Et je pense que c'est le programme qui donne cette dimension tout à fait unique. Mais effectivement, tous les programmes ne sont pas de la même qualité et ne nous donnent pas forcément la volonté de nous engager de la même façon. Donc on dépend vraiment de vous, je pense que c'est quand même vraiment très important. C'est le premier passage de témoin, en fait. C'est le premier, voilà. Mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, quand on a ces premières informations, c'est quelque chose qu'on découvre, alors que vous avez pu travailler pendant des semaines et des mois sur un sujet précis. Et c'est vrai que je pense que c'est effectivement certainement compliqué d'arriver à transmettre toutes ces informations et tout ce désir qu'on peut avoir. Pour aller enfin sur la maîtrise d'usage, je pense qu'on ne peut plus faire aujourd'hui un projet sans maîtrise d'usage. Je pense qu'à chacune de nos opérations où on a eu la chance d'avoir ce partenariat, ça a vraiment donné une autre dimension.
Il n'y a pas à discuter, c'est autre chose. Alors, la situation n'est pas toujours la même quand le bâtiment, on rénove un bâtiment existant où effectivement il y a des gens sur place qui ont une connaissance des lieux, de leur fonctionnement, de leur dimension au pluriel. Et je pense que ça, c'est des gens qui interviennent dès qu'un projet a été choisi. Je pense que là, il y a vraiment nécessité. Alors, ils peuvent peut-être intervenir en amont, d'ailleurs, avec la programmation, mais c'est vrai que on a beaucoup à apprendre et à comprendre de la part de la maîtrise d'usage, y compris même quand le bâtiment est neuf, parce que je pense que là aussi, les futurs utilisateurs, ils se sont déjà projetés dans ce qu'ils voulaient. Donc je pense que là, il y a un acquis et il y a une transmission d'informations qui sont vraiment indispensables. C'est déterminant. Et d'ailleurs, François, tu m'as dit que le premier critère de ton agence, c'était l'envie que vous ressentiez de la part de tel ou tel interlocuteur, qu'il soit directeur de lieu, qu'il soit maire de commune. Bon, tu as l'avantage de pouvoir choisir, en fait. Hein. Et donc, à la suite de ce que vient de dire Stéphane, comment transmettre justement l'essentiel, ce désir dans un projet à travers un programme? Après, on pourra parler de la consultation, mais déjà à travers le programme. C'est vrai que les projets culturels, ils sont pas nécessaires s'il n'y a pas cette envie-là au départ, mieux vaut pas le faire. C'est triste, mais un mauvais programme pour une école, une mauvaise traduction architecturale de ce mauvais programme, ben les petits-enfants à 8 ans, ils seront là, forcés d'y venir. Donc nous, on est c'est un luxe qu'on se paye, hein. Et on peut se tromper parfois, très exigeant à essayer de déceler l'intérêt et l'envie de faire ce projet-là et de travailler donc avec les maîtres d'ouvrage, avec les élus. Là, on travaille actuellement sur un projet où l'élu dans une petite ville, on lui montre des références. On a choisi de prendre un angle auquel il ne s'attendait pas, des références esthétiques mais très précises par rapport à sa problématique, hein, pas un panel, pas feuilleter des revues d'architecture. Et tout d'un coup, il nous a dit, là, vous nous projetez vraiment plus loin, et son envie se confirme alors qu'elle était déjà très, très présente. Donc, on la travaille, on passe un temps fou, effectivement, avec l'équipe autour de nous, qui est composée, comme le dit Thierry, des mêmes compétences aussi haut niveau. Donc, scénographe, acousticien, on est très attentif à ce critère-là. On est en train de travailler avec Thierry sur un lieu, voilà, un lieu dans un monument historique, un grand opéra dont l'acoustique va être totalement déterminante du programme et de sa faisabilité de façon très inattendue. Donc, on a ces compétences très en amont, qui sont pas là simplement pour nous rappeler à la réalité, parce que le travail que fait Thierry en amont, c'est pas le moindre travail sur le moteur, etc. C'est un travail, mais c'est le même travail, voilà, que fait Félix, que Pierre peut faire, c'est-à-dire c'est une vision de scénographe ou d'acousticien sur l'architecture, avant qu'elle soit là. Et donc, ce désir, il faut qu'on arrive à le travailler. Nous, on a une expression qui est un peu bête, c'est de dire, mais quoi, c'est un jeu de mots un peu idiot, de dire un dessin EIN, ou des dessins, peu importe, sans dessin INS. Ce sera aux architectes de donner des images possibles pour ce désir. Nous on prend garde de ne pas aller trop vite. Donc, c'est assez délicat à rester sur le concept. Mais l'architecture, c'est un art de la commande. Et de la qualité de cette commande dépendra la qualité du projet architectural final. Donc, on est là à passer du temps à ciseler ce désir. Et autant que possible, c'est pas facile à le transmettre. On verra les modes de consultation. Effectivement, il y en a qui sont plus faciles que d'autres pour transmettre ce désir, mais de passer le relais, la main aux architectes, qui n'est pas à lire entre les lignes du programme, derrière les fiches techniques, pour voir l'envie du projet. En fait, dans le programme, il faut raconter une histoire. Oui, il faut raconter une histoire, qu'on ait envie de la poursuivre, bien évidemment. Et cette histoire doit
être raconté par une équipe complète, par Bien sûr. évidemment le maître d'usage, les artistes, les techniciens, les scénos. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours Non. possible. Donc donc effectivement, on parlait du cadre de constitution. parce qu'on- Juste un mot pour dire qu'une fois, j'étais jury dans un concours et les projets résultants étaient tristes, vraiment tristes. Mais en fait, le programme était vraiment pas bon. Et donc, le maître d'ouvrage nous a tous engueulés en nous disant « Mais comment se fait-il que les architectes n'aient pas bien travaillé, que ce soit pas… » Et j'ai permis de dire « Mais le programme est nul. Le programme est nul. Vous n'avez pas fait rêver, vous n'avez pas donné d'impulsion, vous n'avez pas donné… Il ne peut rien se passer. » C'est un bon, effectivement. Donc, on parlait de consultation. On parle de consultation parce qu'effectivement, pendant tout ce processus de projet, en fait, on voit bien que le désir, c'est aussi porté par la confiance et le dialogue que les uns ont les uns avec les autres. Et donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, en tous les cas, au niveau de la commande publique, c'est très difficile puisque ce sont des concours. Et ces concours sont anonymes, il y a pas de, vous ne pouvez pas expliquer votre projet. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une frustration là aussi. On en reparlait au niveau des concours que certains architectes ou scénographes ratent, en fait, entre guillemets, parce que c'est pas, ils savent pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas pu expliquer non plus leur projet. Donc il y a effectivement le système de dialogue compétitif, je vais vous laisser la parole pour en parler, qui permet en fait justement d'avoir ce dialogue, cette confiance et en règle générale, ça donne des projets extrêmement intéressants. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut parmi vous en parler. Moi, je suis un grand défenseur. Il y aura sans doute des oppositions, mais je suis un grand défenseur de la procédure qui est délicate, hein, il faut la faire, la mener avec intelligence. Parce qu'elle est autant le code de la commande publique cadre très très précisément et beaucoup trop précisément jusqu'à l'absurde. L'absurde étant l'anonymat, hein, mais qui est une démarche très très libérale finalement de commande d'architecture. Alors que si on casse ce moment-là, si c'est un huissier qui donne, qui anonymise des projets, le moment où le dialogue est ce moment crucial, hein, entre le commanditaire, entre le maître d'ouvrage, et si on le casse par une procédure de concours, il peut même arriver que ce désir, s'il a exprimé, on n'arrive pas à le passer. Le dialogue compétitif, c'est une procédure qui peut être maintenant utilisée dans de nombreux cas, sauf en neuf, hein, qui est une procédure dérogatoire qui est intéressante, comme son nom l'indique, qui est une procédure de dialogue, donc d'échange, on voit le plus libre, et au final quand même de compétition, parce que c'est la commande publique. Donc il faut arriver à conjuguer ces deux termes antinomiques, mais qui sont la clé de réussite d'un projet. Si vous construisiez une maison, la vôtre, sans être soumis au code des marchés de la commande publique, bien évidemment, vous dialogueriez avec l'architecte. Donc, vous n'enverriez pas une commande, et puis à la fin, de façon anonyme. Donc, c'est la démarche la plus louable, elle est dure à manipuler, mais si on reste bien sur les intentions, sur le pourquoi de la raison, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage reste bien sur ses intentions, et puis le cadre de conditions, de contraintes qui vont avec, et fasse confiance au maître d'œuvre dans le cadre d'un dialogue compétitif pour dire trouvez-nous les meilleurs moyens pour répondre à nos intentions et pousser encore plus loin les objectifs. Chacun à sa place, et dans cette envie de partager ce désir et de dialoguer, c'est une démarche qui est... Oui. Je vois que Marie-Agnès et après Thierry ont des choses à dire par rapport à ça. Pas sur ce mode de consultation, mais je pense que ce qui est très important malgré tout, c'est qu'il y a une maîtrise d'usage, mais il y a un maître d'ouvrage aussi, qui est celui qui donne l'argent malgré tout et qui a besoin d'avoir l'impression que c'est lui qui choisit. On a la chance, nous, de travailler en Chine. Et quand on travaille en Chine si loin, c'est vrai qu'on a pris pour habitude depuis le début de proposer toujours 2 à 3 projets pour le même sujet. Et en fait, ça a la vertu de permettre au maître d'ouvrage de choisir le projet qui
préfèrent, même s'ils nous posent la question de savoir lequel nous, on aimerait construire. Et l'expérience, on essaye de la renouveler parce qu'on a eu la chance, là, récemment, d'être sélectionné pour restructurer, rénover le théâtre d'Alès, le Cratère. Et c'est vrai que c'est une offre, et donc une offre, on exprime quelques mots sur des intentions, sur un projet, mais on montre rien. Et donc, le maître d'ouvrage choisit sur des lignes. Et or, l'architecture se transforme toujours à un moment en image. Et là, on vient de rendre l'esquisse, la phase esquisse. Et en fait, on a fait 2 projets. Et pour laisser quelque part, voilà, le maître d'ouvrage avoir l'impression de décider lui-même. Sans trahir le maître d'usage. Sans trahir le maître d'usage, parce qu'on a travaillé dans cette offre, on a travaillé main dans la main, donc on demande que nous, quand on a rendu notre offre, on souhaitait que la phase d'esquisse soit suffisamment longue pour visiter très à fond le théâtre, pour dialoguer, pour remettre une première esquisse qui était celle dont on pensait qu'elle était bien, dialoguer avec le maître d'usage. On a refait un chemin en arrière, puis un chemin en avant pour aboutir à 2 projets. Juste un mot donc, sur les différents modes de consultation. Nous, on a toujours l'impression qu'il n'y en a aucun qui soit bien, mais il y a toujours des travers. En tout cas, celui qui est très critique, c'est celui dont Marie-Agnès vient de parler, c'est l'appel d'offres. Parce qu'effectivement, l'appel d'offres, le maître d'ouvrage vous demande beaucoup de choses, ne vous donne rien, mais oui, financièrement, on ne sait pas si ça lui donne les moyens de choisir. Parce qu'effectivement, dans un délai très court, avec interdiction de faire un projet, et en tout cas de le transmettre, on se demande comment les équipes peuvent proposer des choses très différentes. Autant dans un concours, il y a des images, il y a un projet, il y a un fonctionnement, il y a un coût, etc. Autant dans un appel d'offres, je trouve que c'est très refermé. Donc, voilà, nous, on n'est pas super fans, mais malheureusement, aujourd'hui, notamment en rénovation, c'est pratiquement la règle. Non, mais même sur des petits... Alors, peut-être pas très grands, mais sur des... Ouais, sur des gros projets, c'est plus... Enfin, sur des petits... Enfin, sur des moyens projets, 6-8 millions, voilà. Donc, l'appel d'offres, pas facile. Le dialogue compétitif, c'est absolument passionnant, c'est la meilleure solution, mais c'est un engagement et une implication dingue. Bah oui, mais... Non, mais quand on en a un et qu'on peut se focaliser là-dessus, c'est super. C'est vrai que s'il y a d'autres choses à côté, ça devient plus dur. Mais c'est vraiment bien. En tout cas, c'est assez correctement rémunéré, pour pas dire bien rémunéré. Et ah non, elle n'est pas d'accord. Voilà. C'est ce dont je pense, Thierry. Voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, je finis juste. Hein Moi, je suis très généreux. Il faut me prendre comme très généreux. Non, donc, rapidement, moi, je donne juste mon avis. Je pense qu'effectivement, c'est passionnant. Et puis, on fait un vrai travail. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Après, ce qui est très, très lourd pour nous, c'est tout ce qui intègre dans l'équipe une entreprise. Et là, oui, mais on est confronté, nous, très souvent à ça, à conception-réalisation. Et là, en fait, on se fait déshabiller à chaque fois. Donc, parce que de toute manière, on est toujours trop cher, c'est trop compliqué. On a vécu des expériences surréalistes en travaillant, en étant associé avec des entreprises qui n'avaient qu'une envie, c'était de casser les prix pour pouvoir avoir une chance de gagner. Et si on flinguait le projet, c'était pas grave. Donc ça, nous, on est quand même relativement réticents. Après, il y a l'étape d'après où, en plus, il doit y avoir, l'entreprise doit montrer que ça fonctionne bien, que ça coûte pas très cher, au niveau du fonctionnement, quand il y a des... voilà. Mais c'est aussi des choses auxquelles on est confronté. Donc... la consultation, c'est vraiment un passage déterminant dans une opération. Mais je ne sais pas s'il existe... OK pour le dialogue compétitif, mais je pense que c'est pas adapté à tous les projets. C'est-à-dire que quand tu as un projet qui a une certaine envergure, voilà.
Voilà, On va laisser Thierry s'exprimer parce qu'en fait, il avait... j'ai pas grand-chose à dire, j'en ai pas fait beaucoup déjà, mais ça m'a toujours un peu énervé, mais je suis un peu impulsif. Moi, je trouve que c'est un investissement, tu l'as dit Stéphane tout à l'heure, énorme. Et là, je vais être très méchant avec les programmistes et les maîtrises d'ouvrage. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais voulu prendre de décision. Et donc, ils ont recours à ça parce qu'ils sont dans une espèce de solutions, des présentations molles. Je suis très dur, François, mais il connaît mon avis là-dessus. Et voilà, peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de temps, parce que tout à l'heure, François expliquait que cette mise en place du programme, il faut simplement du temps, discuter sans arrêt, quoi, pour aboutir. Et là, le dialogue compétitif, je n'ai pas dit que le résultat était mauvais, je dis simplement que c'est un investissement énorme. Et surtout, effectivement, je pense le manque de décision, en fait, au départ. Voilà un petit peu mon avis. C'est parce que ça permet le dialogue, alors que la consultation classique, le grand absent, c'est le dialogue. Ça Oui. permet aussi, et c'est ce que je trouve intéressant, et peut-être que Mickaël peut en parler, ça permet aussi aux maîtres d'usage, aux directeurs, aux créateurs, à l'artiste, etc., de s'exprimer directement avant qu'il y ait une réponse architecturale de fait aux architectes, en disant, Bien voilà, sûr. quand on parlait tout à l'heure de désir, de transmission de ce désir, c'est une manière de transmettre ce désir, en tous les cas pour les maîtres d'usage. Ah non, mais ça, il n'y a pas que des mauvais côtés. Ceci dit, l'exemple d'Alès, ça, pour Marie-Agnès et Stéphane, je trouve ça très intéressant. C'est qu'en 3 pages, ils doivent susciter le désir à la maîtrise d'ouvrage. Et bien voilà, ils ont gagné par 3 pages. Je vois pas, c'est quand même aussi des procédures... Ah oui, j'ai pas dit que vous n'aviez pas travaillé. Et donc, Mickaël, Alors oui, sur le dialogue compétitif. Pardon. Oui, sur le dialogue compétitif, pour avoir participé à un dialogue compétitif, je confirme que c'est un excellent moyen pour la maîtrise d'usage d'être impliqué à tous les niveaux et rentrer dans tous les détails et de pouvoir vraiment faire des feedbacks et réorienter des projets, etc., etc. C'est vrai que ça prend un temps dingue. Et pour tout le monde, hein. Donc c'est que voilà. Et puis des fois, on n'a pas forcément le résultat qu'on voulait. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est un peu un crève. Non, mais il faut le dire aussi. C'est voilà, c'est un dialogue. Enfin, en l'occurrence, là, on parle du projet de Nanterre qui a duré. Voilà, voilà, la première fois qu'on s'est vu avec François, c'était en 2014, je crois, un truc comme ça. 2014. Ouais. Et puis, moi, j'ai quitté le bateau en 2019 et c'était pas encore commencé. Donc, voilà. Mais sinon, oui, c'est intéressant. C'est typiquement un projet qui est né de l'envie d'un directeur du lieu, de questionner, de voir la possibilité d'un projet. Et quelques années après, d'arriver à convaincre la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence la ville, mais surtout ses partenaires, département, région et l'État, de faire ce projet-là. Donc c'est vraiment né d'un désir finalement qui reprend le désir de Pierre Debauche, hein, je trouve, vraiment dans la continuité. mais on va parler tout à l'heure des formations, notamment des maîtres. Des maîtres d'usage, justement, hein, les formations qui sont mises en place, qui sont importantes, certainement qu'il faudrait des formations pour les maîtres d'ouvrage. Et tu dis que c'est pas encore commencé, ça va bientôt finir quand même. Hein. Je te signale qu'on a des maîtres d'œuvre de Nanterre, attention à ce que tu dis, c'est quand même commencé. Hein. J'ai dit quand je suis parti, en 2019. Ah oui, c'était quand même il y a 5 ans. J'ai cru comprendre, bon, j'ai mal compris. Donc effectivement... ce dialogue est important, mais c'est vrai qu'en fait, là aussi, il faudrait voir comment est-ce qu'on fait, on peut, parce que quelquefois, c'est un manque de connaissances de la part des maîtres d'ouvrage, qui a toutes ces possibilités. Tu disais, François, quand on parle en tous les cas de cette mode de consultation, on peut faire quelque chose de plus léger, effectivement, beaucoup plus léger. Et auquel cas, ça peut être intéressant, mais de manière à ce que le dialogue perdure. Alors ensuite, si on continue en fait sur ce désir, Marie-Agnès, tu disais qu'en fait, qu'effectivement, l'expérience montre que ce désir doit se partager à toutes les étapes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un passage de témoin. Et vous devenez en fait le garant de ce désir pour motiver les entreprises. Donc, parce que c'est le dernier passage de relais qui doit se faire.
Oui, je pense que un théâtre, c'est quand même une aventure par rapport à tout autre, je pense, tout autre programme. Parce que justement, je pense qu'il y a, au-delà d'être notre équipe de maîtrise d'œuvre, il y a toujours la direction technique. À Alès, par exemple, on nous a fait rencontrer les femmes de ménage. Et on a rencontré tous les services et je trouve que c'est intéressant d'impliquer tous ces gens-là qui, après, seront là à vivre au quotidien les bâtiments que nous, on construit. Et il y a un maillon essentiel qui est le passage par les entreprises, parce que c'est elles qui vont construire ce que nous, on a imaginé. Et en fait, si on n'est pas là aussi pour leur montrer tout ce qui va au-delà de construire comme ils font habituellement, c'est réducteur. Enfin, même s'ils se rendent compte qu'un théâtre, c'est pas des logements, c'est pas. Mais je pense qu'il faut qu'on motive jusqu'au bout et tout le monde. Et dans cette phase d'entreprise, c'est bien qu'il y ait un représentant aussi des maîtres d'usage pour qu'ils se rendent compte qu'ils construisent aussi pour quelqu'un et pas juste pour un architecte ou pour un client ou pour voilà. C'est très important parce que vous pouvez dire à certains moments comment vous exploitez et eux ils comprennent à ce moment-là la finalité de ce qu'ils font. Et vous acceptez qu'à vos réunions de chantier, le maître d'usage soit toujours présent? Ah bah il faut. Non, mais c'est une question. Nous, on accepte, c'est le maître d'ouvrage qui ne veut pas. Parce que pour le maître d'usage, pour le maître d'ouvrage, c'est la bête noire, quoi. C'est celui qui va faire augmenter le coût d'opération, qui va faire dépasser les délais, etc. Donc, nous, on essaye toujours d'avoir cette présence parce qu'une fois encore, elle est extrêmement enrichissante et qu'on ne peut pas s'en passer. Enfin, ça nous permet de bénéficier de connaissances et d'expériences préalables qu'on n'a pas. Donc, c'est incroyable. Mais effectivement, dans de nombreuses opérations, on a eu des maîtres d'ouvrage qui étaient très hostiles à cette participation, la trouvant effectivement pas justifiée. Mais ils la trouvaient pas justifiée, mais comme eux-mêmes ne savent pas ce que c'est qu'un théâtre et ils ne pouvaient pas se rendre compte de savoir si c'était justifié ou pas. Mais en tout cas, ils avaient surtout la trouille que ça leur coûte plus cher, quoi. Et les entreprises, elles perçoivent le fait d'avoir effectivement le maître d'usage présent. Elles préfèrent aussi, non? Parce qu'elles ont des réponses. Oui, parce que directes. oui. Et puis là, il y a une relation. Quand il y a un maître d'usage qui est présent, souvent il est plus présent que nous parce qu'il est à proximité du site, etc. Et là, il y a aussi des relations qui peuvent se tisser, et en tout cas de la communication entre des gens qui réalisent l'ouvrage et des gens qui sont là pour l'utiliser ultérieurement, bien sûr, mais aussi pour traduire, pour transmettre un peu cette connaissance et cette compréhension. On a eu des opérations où il y a eu beaucoup d'échanges sur le chantier entre les gens qui réalisaient l'œuvre et les gens qui étaient plutôt au niveau de la conception. Et toi, donc, Clémentine, Ouais. Non, moi, d'où l'importance du rôle de chacun au bon moment. Parce que s'il y a beaucoup d'échanges comme ça en phase chantier, c'est bien. Mais il faut que ces échanges ils aient eu lieu aussi avant pour que justement ça ne fasse pas grimper le coût en phase chantier. Si dès le départ, on a eu beaucoup d'échanges, là, on a des opérations où on essaye. Et pareil, on a été confronté à des maîtrises d'ouvrage qui n'en veulent pas. Parce qu'effectivement, ils ont la crainte. Mais on lutte. Et puis, il y a une étape où on arrive à les avoir. Et là, le projet prend une autre ampleur. Alors oui, des fois, on fait des motifs, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément faire exploser l'enveloppe budgétaire. On va faire des adaptations de projet, on va changer. Et effectivement, ils vont être là après au quotidien sur le chantier. Nous, on ne sera pas forcément là. Enfin, on ne sera pas là 5 jours sur 5 sur le chantier. Eux, ils seront là. Et effectivement, c'est à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de dialogue avant, que la mayonnaise va mal tourner. Donc, si tout le monde a été vraiment impliqué dès le départ, c'est là que ça marche en général, quoi. Enfin, on le voit sur les projets, de toute façon. Ce qui se passe bien, c'est qu'il y a eu tous les bons acteurs au bon moment. C'est-à-dire, dès la programmation, on a eu une équipe de programmistes, un scéno, une maîtrise d'usage, et puis tout du long, et que personne n'intervient trop tard avec un utilisateur qui arriverait enfin, un AMO qu'on prendrait en phase projet parce que ça ne se passe pas bien, mais que du coup, ça casse le lien de confiance qu'il peut y avoir avec la maîtrise d'œuvre. Enfin, il y a plein de façons plein de mauvais timing d'intervention qui font qu'après, le projet, il est forcément un peu bancal.
Alors, il nous reste en tous les cas à peu près 20 minutes là. Moi, je trouverais intéressant que chacun d'entre vous parle d'un projet qui pour vous a été exemplaire. Donc, on peut commencer par, comme ça, c'est peut-être plus simple. On peut commencer par Mickaël. Est-ce que, voilà, dans le dialogue, dans la manière dont le projet s'est passé. Très vite, dans ma carrière, les deux projets qui me semblent avoir été exemplaires au titre de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, c'est, comme je disais tout à l'heure, Nanterre-Amandier, version Pierre de Bauche 1976, dans son contexte, voilà. Et puis la Fabrica d'Avignon, qui, pour toutes les raisons que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un alignement entre un programme bien défini, enfin un programme clair, des intervenants, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage qui peuvent avancer vite. Voilà, on a c'est un projet dont j'ai la chance du coup d'hériter pour le coup et qu'on va essayer de faire traverser les décennies qui viennent. Mais voilà, pour moi, c'est deux exemples de choses réussies. Oui, c'est vrai que c'est plus simple quand le maître d'ouvrage est aussi le maître d'usage, puisqu'en fait, c'est lui qui écrit le désir, c'est lui qui va l'utiliser, etc. Donc tu me demandes, je te réponds. Hein. Non, c'est vrai. Donc, François, tu as sans doute plusieurs exemples. Je citerai à la fois un petit et grand projet. C'est un projet improbable dans un petit village de 600 habitants dans la vallée, dans les Vosges, perdu au milieu de la forêt, on ne peut pas y aller en train, etc., qui a été inauguré il y a 2 ans, où on a travaillé dessus depuis une quinzaine d'années aussi, parce que imaginez un projet dans cet endroit-là, 600 habitants, un projet à 12, 13, 14 millions d'euros à peu près, hein, avec une ambition artistique d'une exigence folle, c'est-à-dire que c'est un projet totalement idéaliste et en même temps hyper pragmatique, qui vient... Et nous, on est rappelé sur ce projet-là depuis 3-4 mois à cause de son trop grand succès. Et il connaît des problèmes de surfréquentation. Si on avait dit ça il y a 10-12 ans, ils nous auraient pris pour des fous. Voilà, il y a une salle, c'est un projet multiple, mais il y a une salle de 400 places qui tout d'un coup peut devenir une salle de 3000 places, qui investissent une ancienne friche industrielle. On se demande d'où arrivent les spectateurs. Ils étaient cachés derrière les sapins dans la forêt, on n'en sait rien. Et ce projet-là a eu l'année dernière, donc c'est avec Doc Seno qui est là, avec Potts comme acousticien. C'est une très jeune agence de Brooklyn, Soil, associée à une très jeune agence française, Frix, qui a fait ce projet-là, dont la traduction architecturale, et c'est ça, nous on travaille pour les usagers et pour les architectes. Heureusement que les politiques le savent pas, mais c'est nos deux passions, quoi, le contenu et la traduction architecturale est exceptionnelle. On ne sait pas si c'est un équipement en culturel avec son accueil ou si c'est un cœur de village, et c'est tout en même temps. Et il vient d'avoir le prix, il y a 1 an, c'est totalement exceptionnel, de Architectural Review, qui est la plus ancienne, la mythique revue d'architecture, qui lui a donné à l'échelle mondiale pour 2023 le prix du meilleur projet en réhabilitation. Voilà, donc vraiment la continuité de ce désir avec voilà, Thierry avait travaillé avec nous on n'y croyait même pas à chaque étape. À chaque étape, on se dit mais c'est impossible. Et si, et ils vont jusqu'au bout et ils continuent. Donc là, ils ont vraiment un désir très très fort et en même temps les pieds très très sur terre. Mais c'est aussi parce qu'en fait, dès le départ, au niveau de la communauté d'agglo, les personnes, les habitants de cet espace, enfin les 3 habitants qui étaient dans cet espace, voilà. Il y avait une volonté, un désir, une passion que vous avez su partager aussi avec eux et que vous avez pu transmettre effectivement à la maîtrise d'ouvrage. C'est effectivement fabuleux. C'est une belle histoire. Marie-Agnès. Non. Ah. Oui, je vais prendre le tour. Je vais parler, j'espère, pour nous deux. De très loin, le Théâtre de la Ville à Paris. L'histoire de dingue qui a duré de 2015 à 2023. On a gagné en 2015, on devait avoir fini en 2018. Le chantier a commencé en 2020.
Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plus difficile de finir en 2018 quand on commence en 2020. Et c'est une opération vraiment intéressante parce que, en fait, je crois qu'on a fait... C'était une offre aussi. C'était une offre aussi au départ. Pour une opération de cette ampleur et de cette complexité, c'était peut-être étonnant, mais ce qui est assez intéressant dans cette opération, c'est que finalement, nous, très vite, on a su ce qu'on voulait faire, mais on était seuls. Et en fait, je pense que les enjeux très importants n'avaient pas été forcément bien compris par le maître d'ouvrage lui-même. Et donc, il a fallu qu'on remonte le courant et qu'on arrive petit à petit à expliquer, bien évidemment, mais à essayer de faire comprendre pourquoi ce qu'on proposait avait une certaine pertinence. On a eu toutes les embûches possibles et imaginables. On a tout eu, hein, faut dire. Je pense qu'on aurait pu se faire mettre dehors aussi, plusieurs fois. Et finalement, on a été vraiment convaincus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a vraiment des convictions et qu'on est entouré... Alors là, il y avait aussi une maîtrise d'usage qui était vraiment très active, à des niveaux différents et à des moments différents, mais en tout cas qui a été très utile et très... 3 directeurs techniques. Ouais, 3 directeurs techniques. Mais et un directeur d'établissement aussi qui a quand même été qui a été important. En tout cas, voilà, nous, ça nous a donné la certitude que finalement, quand on a vraiment bien conçu, enfin en tout cas on le croit, on peut aller au bout, quoi. Il faut aller au bout et voilà, ça n'a pas été simple. Alors, un gag aussi par rapport à ça, pendant que les deux se débattaient avec le théâtre de la ville, moi je refaisais le Châtelet pour la deuxième fois, puisque j'avais été à Emo avec Félix une première fois il y a 20 ans, non, je ne sais pas combien, un peu plus peut-être. Là j'étais maître d'œuvre avec Philippe Pumin, et tout se passait très bien. On avait le droit de discuter avec l'utilisateur, et on n'a jamais vu la maîtrise d'ouvrage. Donc c'était vraiment... Et on était dans les temps et dans les prix, bien sûr. Hein. Bien meilleur que nous. Bien meilleur, voilà. Non, mais c'est vraiment incroyable, cette histoire. On en a parlé ensemble, mais on peut pas comprendre ça, quoi. Vraiment. En face de l'autre. Oui, c'est ça. C'est intéressant de dire qu'effectivement, c'est le théâtre de la ville et le théâtre du Châtelet sont deux architectures de quasi. Voilà. Et donc, Voilà. ce qui est difficile, effectivement, c'est. On demandera à couper tout ce qui a été enregistré. C'est vrai qu'en fait, donc en dehors de ça. En dehors de ça, effectivement, je prenais l'exemple tout à l'heure de la Fabrica. Je crois que c'est vraiment la référence avec Maria Godbleska comme architecte, en temps, en prix, non, et puis même en relation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, encore une fois, je l'ai dit, c'était les mêmes, donc c'était facile. Et tout le monde avait ce désir, il était continu. Enfin, je sais pas, il y en a un au moins qui secoue la tête dans la salle. Ouais, c'était incroyable. Et du début jusqu'à la fin. Honnêtement, et ça, c'est vraiment, je crois que c'est une expérience. C'est-à-dire que les prix ont été entre le programme, au moment du programme, ce qui n'est pas toujours le cas pour des tas de raisons, pas d'ailleurs de la faute et ça compte. Le prix a toujours été tenu depuis le début du programme, quand effectivement le festival a demandé à ses partenaires un certain nombre d'argent, jusqu'à la fin du chantier, ce qui est quasiment. C'est quand Et même. ce qui est intéressant, c'est que 10 ans après, ça Ceci continue. dit, j'ai eu la chance d'un théâtre qui a partiellement brûlé, que je refais, une petite salle polyvalente. Tous les gens sont très contents. En ce moment, ça se passe très bien. C'est les assurances qui payent, pardon. À couper. Ouais. À couper aussi. Non, il y a quand même pas mal d'affaires qui se passent bien. J'en ai peut-être encore une qui va mal se passer, mais je n'ai pas le droit de la citer. Donc, voilà. Je laisse la parole. Moi, j'ai eu la joie d'être à Emo, alors trop tardif, mais du coup, entre le théâtre de la ville et le Châtelet, c'était effectivement très marrant de comparer les deux. Mais bon, mais c'était pas la meilleure expérience. Dans les deux, tu as été ? Oui. J'ai pu comparer les deux, du coup, c'était effectivement complètement différent. Non, moi je pourrais citer l'Opéra de Lille qu'on est en train on fait la rénovation des cintres là, en ce moment et qui se passe très bien parce qu'effectivement on a une maîtrise d'ouvrage qui fait confiance à sa maîtrise d'usage, qui est sur place et qui est là. Enfin voilà, toutes les réunions se font avec les deux depuis le début.
les décisions se prennent très vite. On a une équipe qui connaît forcément par cœur son outil. Et donc, qu'on a accompagné pour le faire évoluer et le mettre à jour là. On commence les travaux. Moi, j'ai pu faire aussi des journées de démontage de décors avec eux. Enfin, le lien est très fort et forcément, c'est l'aventure humaine. Je ne sais plus qui parlait de ça. Et c'est vraiment cette aventure humaine qui marche. Et là, on démarre les travaux. C'est la première fois que je démarre un chantier sereine. Je sais que ça va bien se passer. Donc, ça fait du bien. Écoutez, merci. On arrive à être dans les temps. Enfin, on n'a pas terminé, en fait, hein, évidemment, mais pour conclure d'une certaine manière cette table ronde, puisqu'en fait, on a beaucoup parlé, je crois, de la maîtrise d'usage et de l'importance de cette maîtrise d'usage au sein des projets, quelle que soit l'étape d'ailleurs auquel ce projet se déroule. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on va conclure avec la question de la formation des techniciens, hein, qui nous a semblé pertinent en fait. Hein. Elle permet de se projeter dans l'avenir. Et comme on a vu effectivement cette importance que revêt l'application du maître d'usage à toutes les étapes du projet, clé de voûte en quelque sorte de la construction et de la réhabilitation. Donc, et encore, faut-il que ces différents acteurs de maître d'usage soient armés pour cela. Donc, je propose si vous voulez bien, Jean-Pierre et Fabrice, de nous rejoindre. Non, mais il y a la place. Il y a les chaises pour tout le monde. Donc, il y a une chaise à côté de. Il me faut au moins 3 tables, 2 chaises. Donc, en fait, je vous présente Jean-Pierre Demas, qui est l'ancien directeur de l'ISTS, qui est également architecte urbaniste, qui est scénographe, qui est passé par beaucoup de lieux, et Fabrice Gerbert, qui est directeur pédagogique aujourd'hui adjoint, directeur pédagogique adjoint à l'ISTS, ancien directeur technique et ancien cadre technique de la friche de la Belle de Mai. Donc, on va parler plus précisément en fait des 12 outils que l'un et l'autre vous mettez en œuvre pour cette formation de maître d'usage, et je vous conseille d'inventer une formation pour le maître d'ouvrage. Donc, Jean-Pierre, tu vas peut-être nous expliquer comment... Voilà. Je me lance. La formation des directeurs techniques, elle a été initiée à la demande de mon prédécesseur à l'ISTS, qui s'appelait Claude Sauze, qui était directeur pédagogique, que j'avais convaincu de tenter de mettre en place une formation à la direction technique. On est en 1996. La chose n'est pas du tout évidente à imaginer, mais j'arrive avec quelques arguments, et c'est des arguments que j'ai pu formuler au cours de mes expériences de cadre technique dans le spectacle vivant, en tant que directeur des ateliers de construction de décors au Théâtre National de Strasbourg, puis directeur technique au CDN de Montpellier, puis directeur technique adjoint à Montpellier Danse et au Festival de Radio France. Voilà. Le constat à l'époque, alors ce ne serait pas le même aujourd'hui, mais le constat à l'époque est le suivant: les directeurs techniques en place sont absolument incapables d'assumer les responsabilités qui leur incombent, à l'époque encore une fois, devant la mise en place de la logique de prévention des risques, d'une part, et devant la logique d'accompagnement des projets architecturaux, c'est-à-dire dans la formulation de la commande publique d'architecture. On a tenté donc une première session de formation à la direction technique en 96-97. Elle a été très concluante, même si elle n'était pas diplômante à l'époque, et il a fallu, devant le succès
Et devant, j'ai envie de dire, la réponse de la profession devant cette expérience, il a fallu passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire mettre en place une formation le plus vite possible diplômante, en tous les cas certifiante, voilà, avant de devenir diplômante. Ça a pris pas mal d'années. Très vite, la formation, l'expérience que l'on a retirée de la formation, de ces expériences de formation, nous ont amené à la conclusion suivante. Pour former correctement un directeur technique, il faut l'amener à une maîtrise de discours équivalente à celle des administrateurs. Et il a fallu donc s'associer avec l'université pour atteindre ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est un niveau Master 2. Voilà, et on en est toujours là. On en est Oui, c'est toujours niveau 2, effectivement. Ça correspond à un bac plus 5. Voilà. Alors, quel était l'enjeu de cette formation? L'enjeu de cette formation, c'était de familiariser des cadres techniques de plateau. Alors, quand je dis de plateau, il faut entendre toute la cage de scène. C'était aussi bien la lumière que le son, hein, des responsables techniques qui venaient du plateau, de la lumière, du son, de la scéno, de la déco, et ainsi de suite, de les former à des logiques qui n'étaient pas émanantes des plateaux. C'est-à-dire des logiques de formulation d'une commande publique. Je parle là que du coup de la partie architecture. Je laisse de côté la partie prévention des risques et sécurité, mais vous imaginez que le morceau était énorme aussi. Voilà. Le premier enjeu de cette formation, eh bien, c'était de faire en sorte que, pour pouvoir formuler la commande publique d'architecture, pouvoir aider les donneurs d'ordre publics, les maîtres d'ouvrage, à formuler correctement la commande publique d'architecture, eh bien, on était confronté d'abord à une logique de formulation d'un discours qui n'était pas celui des techniciens de plateau. Voilà. Et donc, il fallait se familiariser avec le discours de l'architecture, avec le discours de la réglementation en matière de passation des marchés publics, se familiariser également avec le discours que devaient entendre les entreprises. Et je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit sur le rôle des entreprises dans la fabrication de l'édifice. Voilà. La logique que nous avons tenté de mettre en place et qui, je crois, a été mise en place, eh bien, c'est une logique qui consistait à fabriquer de la concertation. Voilà. Fabriquer de la concertation pour que, autour d'une même table, on puisse parler un même discours et avoir une approche contradictoire du projet que l'on avait envie de porter ensemble. Dans la formation des directeurs techniques, alors je suis heureux qu'il y en ait quelques-uns ici qui soient passés par là, donc je serais content de les entendre tout à l'heure, on a tenté de faire un parallèle en termes de procédure et d'enchaînement des phases entre la commande publique d'architecture et la formulation du projet artistique de mise en scène et de scénographie, donc le projet dramaturgique et scénographique au théâtre ou à l'opéra. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de similitudes, mais qu'il y avait aussi beaucoup de différences. Si, dans la formulation du projet architectural, un haut niveau de concertation est absolument nécessaire à atteindre, je ne vous ferai pas un dessin,
lorsqu'il s'agit de la formulation du projet artistique de création, le niveau de concertation, il n'est pas du même ordre. En tous les cas, il ne se place pas toujours au même endroit. Ah, voilà. Malgré tout, le rôle des directeurs techniques, très souvent, aussi bien dans la procédure architecturale que dans la procédure artistique de mise en scène, consiste d'abord à faire formuler le désir. Et souvent, c'est là la grande difficulté. On est souvent confronté à des difficultés au niveau du discours, à de la maîtrise du discours. On est souvent confronté également à un problème de temps. Un problème de temps, c'est-à-dire, les directeurs techniques en poste nous le disent sans arrêt, discuter avec un metteur en scène, avec un scénographe, avec un directeur d'établissement pour arriver à le faire accoucher de son désir en matière de création, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et puis ça prend beaucoup de temps de réflexion individuelle aussi. Voilà. Dès la première expérience de formation à la direction technique, le module consacré à l'architecture et à la commande publique d'architecture a pris une très très grosse place, même si on ne l'a pas appelé tout de suite, comme on l'a appelé ensuite, mais de très très nombreux directeurs techniques qui sont passés par ces formations, lorsqu'ils ont été confrontés à ces logiques de mise en place des maîtrises d'usage, se sont empressés de m'appeler, de nous appeler pour confirmer les choix qu'ils venaient de faire. On leur dit, bon, oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est mieux d'en passer par là. Alors, l'une des dimensions que nous avons défendues à l'ISTS sur la maîtrise d'usage, c'est que la maîtrise d'usage doit rester intégrée à la maîtrise d'ouvrage. Voilà. C'est possible, en règle générale, dans les entreprises du spectacle vivant. Je ne dis pas que c'est possible dans toutes les entreprises. Mais si la maîtrise d'usage peut continuer à exister dans notre secteur, il faut qu'elle reste intégrée à la maîtrise d'ouvrage. Alors, reste la problématique de convaincre le maître d'ouvrage de la nécessité de la maîtrise d'usage. C'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, en fait, évidemment, c'est formidable d'avoir créé cette formation qui aujourd'hui perdure. Et sans doute, ce serait intéressant d'entendre Fabrice pour savoir comment est-ce qu'effectivement elle a évolué, cette formation. Alors, cette formation, par contre, elle est restée toujours très importante dans le cursus de la formation de direction technique. Nous avons actuellement 4 modules et un module entièrement est consacré effectivement à la question de la maîtrise d'usage et de la commande publique. Donc, ça reste un enjeu très important. Et on le sent avec les stagiaires, les retours, c'est pas du tout un module où les gens se disent tiens, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois. Au contraire, ils sont très très demandeurs parce que on a affaire à des cadres techniques. Les cadres techniques, ce qu'ils aiment, c'est accompagner un projet, c'est-à-dire ils ont le désir d'être présents dès le départ jusqu'à ce que le spectacle aille en tournée et tourne et continue à vivre. Et c'est pareil pour un bâtiment, on a envie d'être présent dès le départ en tant que direction technique, en cadre technique, et d'aller jusqu'à ce que le bâtiment soit exploité, même pas la coupure du ruban, qu'on soit vraiment jusqu'à l'exploitation au bout de 3, 4 ans, 5 ans, et qu'on se dise là, tiens là, comme disait Michael tout à l'heure, on a encore envie de faire évoluer la fabrica dans 10 ans, 20 ans, comment elle va être. Donc ça, on le constate tous les jours, les cadres techniques, soit des directrices techniques ou des directeurs techniques. On a de plus en plus de femmes dans les formations, et tant mieux, même si ça reste une petite partie. Ça arrive, mais ça prend du temps. Ils ont vraiment ce désir-là. Après se pose, j'ai envie de reprendre ce que disait Jean-Pierre, il y a aussi une vraie problématique de temps. C'est-à-dire que pour faire une maîtrise d'usage efficiente, effectivement, il faut qu'ils aient
eu les compétences, qu'ils ont pu acquérir des compétences en formation, mais après, il faut qu'ils aient le temps de pouvoir consacrer l'énergie à cette maîtrise d'usage. Et bien souvent, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou que ce soit même les structures elles-mêmes, elles n'arrivent pas à réfléchir sur le fait que ce soit un investissement, de se dire peut-être que pendant 1 an ou pendant 3 mois ou pendant 6 mois, peut-être que je vais libérer ma directrice ou mon directeur technique, je vais l'alléger d'un tiers de son temps, parce qu'il faut que cette personne se consacre à dialoguer avec le programmiste, à dialoguer avec les maîtres d'ouvrage. Et ça, c'est très important. Et c'est un peu un retour qu'on a aussi de notre côté. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sortent de formation, qui sont formés, qui sont contents, qui ont envie vraiment de participer. Et après, ils nous disent, mais oui, mais moi, je suis déjà à 60 heures semaine. Je ne peux pas rajouter 30 heures de plus pour travailler avec un programmiste. Je n'ai pas cette possibilité-là. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait un changement aussi, une bascule pour que la maîtrise d'usage soit la plus efficiente possible. Et ça, c'est pas encore toujours le cas de nos retours de terrain. Oui, enfin, ça dépend. C'est vrai que moi, je vois Mickaël travailler jusqu'à 2 heures du matin, le week-end, la nuit, etc., pour analyser les projets. Après, c'est vrai que ça dépend des directeurs de structure. C'est tout leur intérêt quand même qu'effectivement leur équipe participe à cela. Alors après, le travail, c'est toujours le même et ça peut pas être une autre personne. Et la seule possibilité, je crois que je sais plus dans quel théâtre ça a été fait comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, le directeur a mis un adjoint à son directeur technique pour qu'il puisse justement... Exactement. Précisément. C'est pas du tout compliqué à mettre en place. Il faut vraiment que cette personne, le cadre technique en activité, soit la plus proche possible du projet et qu'effectivement, après, on délègue avec des adjoints, des régisseurs généraux supplémentaires, des choses comme ça, mais qu'on donne la chance à ces personnes-là d'aller. Et je peux vous dire que vraiment dans le métier, il y a une grande appétence dans des cadres techniques. Ça a vraiment été une demande. Nous, on a donc cette formation qui dure 1 mois. C'est une formation qui effectivement a évolué depuis que Jean-Pierre l'a créée, mais le cœur est toujours resté le même. Cette volonté de donner les moyens et les compétences aux cadres techniques de pouvoir accompagner ces projets-là. Après, en fin de compte, cette formation suit les besoins du métier. C'est-à-dire que la question du RSE est devenue de plus en plus présente, l'écologie est de plus en plus présente. Donc effectivement, on a des intervenants qui n'intervenaient pas il y a 20 ans en arrière sur l'éco-conception, l'éco-gestion aussi des bâtiments. Là, on a la chance d'avoir le directeur technique de la friche actuelle, que je salue. Et effectivement, on fait appel à son directeur d'exploitation parce que la friche d'Abel-le-Mé a mené un très grand travail sur justement l'éco-gestion de la friche. Donc ça, c'est un sujet très important dans nos maisons. On prenait l'exemple, j'ai été directeur technique du théâtre de Briançon et quand le théâtre a été construit, en fin de compte, il n'y a pas d'isolation entre la cage de scène et le foyer et la toiture. Parce que ils préfèrent que le toit soit pas isolé pour qu'il puisse décharger la neige l'hiver. Donc il a été construit dans les années 80. Les années 80, le coût énergétique, c'était pas un problème. Par contre, l'épaisseur de l'acier qui constitue la toiture, la charpente de la toiture, ça c'était un problème. Donc le toit il est construit comme ça. Je peux pas. Moi quand j'ai visité les sous-bassements de la toiture, j'ai absolument halluciné en me disant mais à l'heure actuelle comment on peut brûler autant d'énergie et l'envoyer en l'air. Mais on m'a expliqué très clairement et j'ai dit ah oui effectivement c'est tout simple. Donc là on a changé d'état d'esprit. Donc effectivement cette formation évolue dans ce sens-là. On a aussi la chance d'avoir une scénographe d'équipement qui vient intervenir dans nos formations et c'est très important d'avoir ce retour-là aussi. Et je vous disais, il y a une très grande appétence pour ce travail-là, parce qu'on nous a demandé à plusieurs reprises, les directeurs techniques n'ont hélas pas toujours le temps d'avoir 1 mois à consacrer sur un sujet. Donc effectivement, on a créé une formation spécifique de 5 jours pour qu'ils puissent, en la sous-titrer, animer un projet d'aménagement de construction d'un établissement culturel. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a identifié, et c'est une demande, et là, on vient de la mettre à la carte, on espère qu'elle aura du succès, mais on sent que les directeurs ou les directrices techniques ont besoin d'avoir une connaissance de ce milieu-là qui est vraiment spécifique, de connaître l'écosystème, de connaître les interlocuteurs. Voilà, ça c'est quelque chose qui est marqué et il faut nous laisser j'espère, une maîtrise d'usage de plus en plus présente. C'est effectivement très important parce que par ailleurs, c'est vrai que le rôle d'un directeur technique s'est énormément élargi en fait. Il est de moins en moins sur le plateau. Et par contre, ce qui est intéressant en tant que maître d'usage, c'est que c'est pas simplement une manière, enfin, c'est l'expérience qu'on a tous. C'est pas simplement une manière de dire je veux tel équipement comme ça, etc. C'est aussi voilà comment ça fonctionne toute la journée, quoi. Donc effectivement, il faut qu'il puisse avoir la parole, qu'il puisse s'exprimer et qu'il ait cette légitimité de s'exprimer, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mickaël.
Oui, il faut avoir la parole et puis ça, aussi avoir la capacité de la distribuer aussi, parce qu'effectivement, on est sur un périmètre de plus en plus large et il faut penser de l'habillage jusqu'à au son, en passant par évidemment les constructeurs, les machinistes, etc. Donc il faut fédérer cette parole, la porter, savoir aussi aller chercher les besoins d'expertise et voilà, après, juste en 2 mots, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait Fabrice et ça me reprojetait dans des expériences. Et c'est vrai que à chaque fois, il faut convaincre les directions et les directions ou des fois les maîtrises d'ouvrage de la nécessité de pouvoir s'organiser et pour pouvoir répondre à ces besoins de temps. Et donc, ça implique, oui, toujours une réorganisation, je dirais, du service technique temporaire pour accompagner le projet. Alors, ça peut avoir plein de formes diverses, mais c'est important, sinon tout le monde en souffre, en fait. Donc, voilà. Je rajouterais aussi qu'effectivement, la directrice technique ou le directeur technique doit aussi penser à la maîtrise d'usage du point de vue du public aussi. Parce qu'on a quand même des publics, voilà, on est une population vieillissante globalement, et se pose des questions d'accueillir des publics avec de plus en plus des situations différentes et variées. Et ça, il faut aussi, qu'en tant que directeur technique, en tout cas, c'est ce que nous, on transmet en formation, soit la formation longue ou courte, on essaye aussi de leur rappeler, attention, vous accueillez aussi du public, et ce public-là, c'est aussi l'usager, c'est même le dernier usager, c'est le principal usager. Donc effectivement, oui, quand on se retrouve à avoir une cabine d'audio description et qu'on ne sait pas où la mettre parce qu'on n'a jamais pensé à les spectacles de description, c'est en train de venir et c'est très important de pouvoir inclure des gens qui sont soit déficients visuels, soit des gens qui ont des vrais problèmes auditifs. Donc ça, il faut qu'en tant que cadre technique, on prenne aussi dans la maîtrise d'usage le public. Et donc, en parlant de distribution de la parole, je pense qu'en fait, ça peut être intéressant maintenant de vous entendre, en fait, si vous avez des questions, des témoignages. Hein, c'est pas forcément des questions, mais puisqu'en fait, ce sont des sujets qui nous touchent collectivement, et je pense que vous avez aussi tous une expérience par rapport à ça. C'est intéressant, en fait, de la partager. Mais si vous avez évidemment des questions, oui, beaucoup de personnes pourraient y répondre. Ouais, j'ai une question un petit peu bête, excusez-moi de m'immiscer dans le débat. Comment sensibiliser la maîtrise d'ouvrage à tout ça ? Comment est-ce que vous avez des idées ? Puisque le constat, c'est justement là que, d'après ce que j'ai cru comprendre de vos débats, c'est que le nerf de la guerre, c'était d'impliquer, de convaincre la maîtrise d'ouvrage de travailler avec la maîtrise d'usage et très, 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 très en amont. Je vais prendre la parole en tant que représentante de l'association ACT, du coup, qu'on a créée il y a presque 2 ans maintenant. Et qui, voilà, dans les objectifs de l'association, c'est du coup d'aller justement faire ces démarches auprès des maîtrises d'ouvrage pour leur dire oui, c'est important d'avoir, si vous avez un projet culturel, il faut qu'il y ait une maîtrise d'usage à vos côtés et un accompagnement des scénographes dès le démarrage du projet, c'est-à-dire dans les équipes de programmistes, parce qu'on en voit passer des programmes, on voit très vite s'il y a eu un scéno ou pas dans l'équipe, ou en tout cas s'il y a aussi un programmiste qui est habitué ou non aux équipements culturels. Donc déjà de sensibiliser sur cette première étape, et puis sur la suite du projet, donc un peu informer les maîtres d'ouvrage sur comment se déroule un projet de construction de salle de spectacle ou de rénovation, et de leur apporter les clés un peu sur les différents intervenants, à quel moment. C'est un des premiers objectifs de l'association en tout cas. Mais souvent, effectivement, les maîtres d'ouvrage, ce qui est normal, sont un peu frileux. Mais je ne sais pas, vous me parliez de l'expérience de Strasbourg, où finalement, au départ, c'était, on va dire, compliqué, en fait, et puis que très vite, vous avez réussi à les convaincre. Oui, sans parler d'un cas précis, mais nous, il nous arrive assez fréquemment qu'on nous... pas fréquemment, mais... trop souvent qu'on nous interdise même de travailler avec les maîtres en projetant sur eux des contresens absolus. Sur un cas, par exemple, on a entendu un cas où le maire de la ville, dans un CDN, dit au maître d'usage présent « Mais vous êtes que de passage, on ne veut pas vous entendre ».
comme si le maire, lui, la démocratie, etc., il était là, voilà. Mais alors que le paradoxe est que entre ces trois acteurs, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, au final, on sait bien, ce couple maire-architecte, c'est bien évidemment eux qui vont avoir la reconnaissance du projet. Effectivement, le maître d'usage, il est là que de passage, hein. Il avait raison, peut-être, ce maire. Et je pense, nous, on reconnaît que c'est pas parce que vous pouvez être le plus nombreux que je suis dans cet endroit-là, mais que le sens du service public, il est là parce qu'ils n'ont rien à gagner, en fait. Ils vont travailler à réfléchir, à consacrer du temps, à avoir deux métiers en même temps, sur un projet qui va engendrer un chantier pendant des années, qui va leur empêcher de remplir leur rôle dans des conditions normales. Et puis, très probablement, à l'ouverture du lieu, ils n'y seront plus, ou une année ou deux. Donc, franchement, eux, ils travaillent pas pour leur intérêt. Je pense que c'est déjà à faire passer comme message aux maîtres d'ouvrage, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On nous dit, mais vous allez configurer un projet qui est fait pour eux. Non, c'est pas du tout dans le dialogue avec le scénographe. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un questionnement, un enrichissement sur des pratiques, des envies. Le scénographe est là justement pour montrer un état de l'art, de choses possibles. Et il y a une évolution vraiment qui est très très intéressante, une progression dans la réflexion. Vous pourrez le coût des surcoûts aussi, on nous dit. Mais attention, ils vont vous faire la liste au Père Noël, etc. Bon, bien évidemment, ça fait partie du rôle du programmiste, de son équipe, etc., de rêver et de maîtriser, de chiffrer assez tôt. Et si on ne prend pas en compte ces exigences au début, on pourra voir les surcoûts en fonctionnement. Alors après, année par année, hein, si on les prévoit pas, si on n'intègre pas à l'investissement les choses. Donc, c'est que je sais pas pourquoi elle vient cette méfiance, mais très probablement aussi de ce dont on parlait au début, hein, de cette maîtrise. Chacun va avoir la maîtrise des choses, alors que si on sait bien les responsabilités de chacun dans ce rôle d'acteur et que chacun est personne n'est là pour prendre la place de l'autre, hein, mais il manque effectivement un acteur s'il ne parle pas. Non, mais c'est un peu, d'une certaine manière, ça vient incarner le problème de faire du service public de théâtre décentralisé en CDN. En fait, on est là pour faire du service public, mais on n'est pas vraiment service public. Et ça, c'est dans ces moments-là qu'on nous le... En fait, on applique des politiques publiques, on est au service de politiques publiques, de moyens publics pour une politique publique, et on nous rappelle à ce moment-là, Moi, j'ai dû répondre plusieurs fois à cette question en formation à la direction technique. Et j'ai dit, il faut pas avoir... J'ai répondu au directeur technique, n'ayez pas peur des mots. Pour convaincre la maîtrise d'ouvrage, si vous parlez à la mairie, utilisez la logique électorale. Et parler du niveau de satisfaction ou d'insatisfaction du public et du retour que cela va faire un jour ou l'autre en termes électoraux. Félix ? Moi, j'ai été évidemment impliqué à beaucoup d'étapes de différents projets. Je partage absolument tout ce que vous dites sur les rapports entre la maîtrise d'usage et la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. J'ai écrit à la demande de Reditech qui m'a demandé un témoignage sur quelques années passées dans ces professions, et j'ai insisté justement sur le besoin et la nécessité de formation à la maîtrise d'usage et face à une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Et je pense que c'est ça le point essentiel dont vous débattez là. Et je pense que le point important, c'est de trouver le bon positionnement. Parce que les connaissances techniques, on n'a pas besoin forcément de les acquérir. Et l'ensemble des acteurs d'une maîtrise d'œuvre ou d'une maîtrise d'ouvrage sont là pour porter ces compétences. Par contre, le bon positionnement, c'est le plus important, et c'est souvent ce qui est le plus difficile à trouver. Et souvent, alors je suis content, et ça m'est arrivé aussi, de trouver des maîtres d'usage qui trouvent rapidement le bon positionnement, mais il y en a beaucoup qui ne le trouvent pas.
qui malheureusement n'arrivent pas à s'inscrire dans la temporalité d'un projet, qui n'est pas la temporalité dans laquelle ils sont habitués à travailler, qui est une temporalité généralement beaucoup plus courte. Nous, on est obligé de travailler sur des projets dans des temporalités très longues. Et toutes ces choses-là, il faut arriver à... Alors, je ne sais pas quel est le programme que vous avez mis en place, pédagogique que vous avez mis en place à l'ISTS. En tout cas, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Oui, ça fait partie du nerf de la guerre de comprendre l'écosystème, de comprendre les interlocuteurs et de comprendre le moment où on peut intervenir et qu'est-ce qu'on peut changer au moment auquel on intervient. Effectivement, si on arrive au moment où on est en train de couler du béton, si d'un coup on a un changement d'idée, c'est trop tard. Non, mais je veux dire, des fois on a des stagiaires qui sont encore à ce niveau-là en pensant que ça peut changer, parce qu'ils construisent un décor d'habitude, ils disent ah, bah, tiens, je peux changer le décor. Donc on les fait changer de focale pour justement qu'ils comprennent cette problématique-là. Et après, le point aussi où on appuie un peu fortement, c'est aussi que nous, on a une formation qui s'adresse à des gens qui viennent du plateau, donc c'est des techniciens. Et on leur dit attention, vous êtes en train de, si vous avez la chance de faire une commande publique, vous êtes en train de faire une commande publique pour imaginer que le bâtiment va naître et il va être exploité pendant 20-30 ans dans la configuration dans laquelle il est. Donc ne restez pas coincés dans vos habitudes de technicien. Et au contraire, faites confiance aussi aux gens qui ont les vraies compétences et qui ont aussi les notions de prospection et qui sont capables de dire bah, tiens, là, ça va sortir dans bientôt. On ne visitera plus. L'exemple tout bête, on visite avec les stagiaires des théâtres ou des centres culturels, des établissements culturels qui ont été rénovés ou construits. Et on dialogue beaucoup avec les directeurs techniques ou directrices techniques en place sur justement bah, comment ça fonctionnait, à quel moment on a été inclus. Et des fois, on voit effectivement des bâtiments qui sont nés à une époque où effectivement on était déjà en réseau, en fibre, voire en réseau informatique, et ils ont que du cuivre parce que bah, le directeur technique de l'époque, bah, lui, il était proche de la retraite et pour lui, la lumière c'est des DMX et le son c'est un bon vieux multipair. Et voilà, quand le bâtiment est sorti de terre, toutes les équipes techniques étaient folles parce que le directeur technique entre-temps était parti à la retraite. Donc on fait bien aussi attention, on essaye bien de leur mettre la focale, leur dire attention, essayez de sortir de votre zone habituelle de confort, faites confiance aux autres et ouvrez-vous au futur et aux futurs usagers. Oui, c'est aussi... Dominique Hurtebise, pardon, Michel. Non, bonjour. J'avais pas vu. Je suis directeur technique de la Maison de la Danse à Lyon. Et pour compléter ce que disaient Félix et Fabrice, c'est vrai que Reditech a fait 2 tables rondes sur la maîtrise d'usage, une il y a très longtemps et une en 2017 à l'Opéra de Bordeaux. Donc ça fait partie de l'information et de la formation des directeurs techniques. Mais moi je pense que le positionnement il est aussi dû pas seulement à la carrure ou au charisme du directeur technique, il est aussi dû à la direction. Et si la direction ne donne pas la place à la direction technique, il n'y aura pas de direction. De la même façon, vous avez parlé Fabrice a parlé du public et Michael des techniciens, moi je parle aussi de l'ensemble de l'entreprise culturelle, parce que les publics, c'est le service des publics qui le connaît. Par exemple, voilà, le secrétariat général, enfin, peu importe la dénomination. Et c'est important d'emmener toutes les équipes. Donc ça veut dire qu'on a un rôle de passeur là-dedans. Et pour en revenir au positionnement du directeur technique et de la direction, moi je pense qu'un des leviers pour répondre à la question de monsieur, c'est aussi la DRAC. Et plusieurs fois, déjà la DGCA, Michel, t'es bien placé pour le savoir, mais aussi les DRAC. Parce que les DRAC peuvent influer sur les mairies. Et moi, vous parliez tout à l'heure de consultation. Et moi, je me souviens très bien, sur une consultation, bon, ça n'a pas abouti à la fin. Le projet on a changé d'exécutif. Donc, le projet des ateliers de la danse a changé de place et de bâtiment. Mais sur le premier bâtiment, là, c'était un musée, l'ancien musée Guimet, la ville était partie pour faire un appel d'offres. Et c'est le DRAC qui a imposé un concours. Voilà. Et ça, je trouve ça très important. Et le DRAC et la DGCA nous suivaient et du coup, on était positionné au bon endroit. C'est un des leviers pour moi. C'est pas le seul, mais il y a la formation, comme tu veux. Non, mais tu as raison, mais malheureusement, la DRAC, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, malheureusement pour des raisons financières sans doute, la DRAC ne s'occupe pas de tous les projets. Donc effectivement, il y a les projets des labels ou les projets des TAD nationaux, c'est un peu plus simple, pas toujours d'ailleurs, qui peuvent, enfin, où la DRAC peut effectivement influer, ou la DGCA, ou enfin les personnes qui ont un peu cette connaissance-là, éventuellement
influer sur le mode de consultation ou la manière dont ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est important, tu le disais, ce que je dis, c'est toute l'équipe, et je repasserai d'ailleurs la parole à Mickaël sur ce point-là, dans la mesure où moi j'ai vu pas mal de projets où c'était la direction en fait qui a permis que ce projet se fasse, parce que c'est elle qui est allée vers la maîtrise d'ouvrage, qui est de la mairie, et qui a réussi. Le désir dont on parlait tout à l'heure, elle a transmis à la mairie qui au départ avait même pas l'idée de faire ce projet-là, et en fait ils ont été embarqués par l'artiste pour faire le projet. Et c'est vrai qu'en règle générale, ça finit par faire une belle aventure. Donc oui, non, mais je suis complètement d'accord avec monsieur. La clé, c'est la prise de conscience d'une direction qui doit porter un projet, que ce soit un projet en lien avec la DRAC ou un projet municipal ou autre, etc. Mais il est évident. Alors après, comment le faire avancer dans la tête, parce que ça relève enfin, je vais dire un gros mot, mais ça relève de l'intelligence en fait. C'est une question d'intelligence et de compréhension des enjeux. Donc si une direction ne comprend pas l'enjeu que c'est de porter et de se faire accompagner par son comité de direction, que ce soit direction technique, direction des publics ou dans des plus petites structures, régie, secrétaire général, etc., c'est qu'il y a un problème d'intelligence de direction. Donc il faut mettre ça en évidence et puis avoir ces débats-là aux endroits où ils doivent avoir lieu. Mais oui, effectivement, c'est inconcevable de se lancer dans un projet comme ça sans impliquer l'ensemble des usagers. Et les places se prennent aussi à la force de l'avancée des projets. Dans certains cas, il y a des situations tellement catastrophiques que, pour reprendre la stratégie, on peut citer peut-être une stratégie électoraliste, mais on peut citer aussi tellement de projets qui sont foirés parce qu'on n'a pas su écouter l'usage, et en termes de coûts de production, en termes de combien de salles ont été construites, où dès qu'on veut faire un concert de musique classique, il faut sortir les abassons, les machins, les trucs, ou au contraire, il faut tous les virer pour faire un concert de musique actuelle. Enfin bon, voilà, il faut préparer un petit peu les débats à venir aux bons endroits. Mais je crois que oui, c'est primordial d'impliquer toutes les équipes dans ces projets. Mais parce que ça revient en fait finalement au thème dont on parlait au départ, enfin en tous les cas le thème de cette table ronde, donc, qui dit que cette architecture invisible qui conditionnera l'espace de création. Qu'est-ce qui peut le mieux constituer en fait l'espace de création que les créatifs, qui sont effectivement les directeurs de salles, les artistes, et toute l'équipe technique qui permet tout cela, en fait. Hein, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres témoignages ou questions sur... Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient de se dire à la fin, là, mais et je le dis avec un peu de désespoir, parce que je pense effectivement que ce qui nous manque dans tous ces projets, c'est au-delà de la maîtrise d'usage, c'est vraiment des directeurs de projets, c'est-à-dire des gens qui portent des projets. Et nous, on fait à peu près, je ne sais pas, chez nous, on doit faire à peu près la même chose. On fait 4 concours par mois, et des choses comme ça. Mais et ça, des projets où il y a quelqu'un qui porte un projet, on en rencontre. Pas sûr qu'on en rencontre une fois par an. Ouais. Et donc, pour moi, la chose, elle est là, quoi. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On essaie de faire notre métier au mieux et tout ça, mais on ne parle pas avec les bonnes personnes. Et on a l'absence de tout le monde. On a aussi l'absence de la maîtrise d'ouvrage. Parce que les maîtrises d'ouvrage, on ne les voit pas. Enfin, les gens qui sont, même le maire, hein, qui porte le projet, on ne le voit pas assez. Et les directions, voilà. Quand on a une direction d'usage, c'est génial. Enfin, voilà, je trouve que c'est triste. Hein. Voilà, j'aimerais qu'on se batte plus pour ça, parce qu'il faut qu'on ne se bat pas assez pour ça. Et moi, j'étais très ennuyé par votre titre, parce que scénographie d'équipement, c'est un peu pour ça qu'on n'accepte pas les maîtrises d'usage, parce qu'on parle d'équipement. Et donc on pense que, ah bah oui, c'est ceux qui vont nous demander 44 projecteurs, alors qu'on pourrait très bien faire avec 22. Et moi, je ne suis pas scénographe d'équipement. Non, je refuse ça.
Je ne suis pas là pour vendre du projecteur et pour faire vendre du projecteur avec ça. Et puis le second mot qui m'embêtait, c'était écrin. Parce qu'on ne fait pas des écrins. On fait des outils, on fait des choses pour que les gens puissent travailler dedans, que du public puisse venir dedans et tout ça. Et c'est pas... Voilà. Et pour repartir sur quelque chose de positif, mais j'étais tout à fait d'accord avec Thierry sur le... Pardon, c'est pas Thierry. François. Sur Debauche et Sur Michael. Michael. J'adore qu'on confonde avec Thierry. Parce que voilà, c'est des trucs, moi c'est plus mon âge et tout ça, mais c'était aussi que c'était une époque où des projets comme ça se faisaient entre trois personnes qui avaient vraiment la foi, qui avaient envie de faire des choses. Le désir, hein. Oui, et le désir. Le désir, voilà, le désir, est-ce qu'on le rencontre une fois par an? J'espère. Enfin, j'aimerais qu'on le rencontre plus. Hein. Oh, voilà. c'est pessimiste. Pour le coup, c'était un écrin, un Nanterre. Non, mais en fait, c'est quand même derrière ces mots, toi, parce que tu critiques le mot équipement pour une raison, le mot écrin sans doute pour une autre raison. Donc on voit bien qu'il est opposé pratiquement. Hein. Et en fait, il y a quand même une spécificité, moi je crois, à ces lieux de spectacle. C'est qu'il se glisse quand même quelque chose entre l'architecture qui doit exister, c'était des premières phrases, et en même temps qui doit disparaître pour laisser la place au spectacle qui va recréer à chaque fois un nouvel espace. Donc, quelle est la position de l'architecte? Elle n'est pas exactement la même que sur un musée, une bibliothèque, un autre équipement culturel. Hein, de laisser cette forme faut que le lieu existe hein, pour que le spectacle existe. En même temps, il faut qu'il disparaisse lorsque le spectacle est là. Donc, il y a une forme. Aussi, l'architecture, le spectacle, c'est de l'éphémère, alors que l'architecture, par nature, elle relève de la continuité, de la permanence, etc. Il y a quelque chose qui se joue, et c'est vrai que dans ces temps un peu emboîtement d'une certaine manière, il y a probablement la scénographie qui s'est glissée, la cage de scène, hyper technique, des budgets de plus en plus importants, oui, qui se glisse un peu d'une certaine manière, trop artificiellement, hein. C'est bien pour ça que ce mot équipement, tu ne veux pas, d'une certaine manière, elle relève pas assez d'architecture, c'est plus une mécanique hein, qui vient se glisser. Non, alors que... non, mais Pierre, parce que toi, parce que Félix, parce que Thierry avaient de parler de la scénographie, bien évidemment, on s'en fout des moteurs ou autres, hein, à un moment donné, on parle d'autre chose et qui crée le lien. Mais voilà, on parle d'équipement, enfin c'est comme ça que je prenais, équipement, comme on dirait équipement sportif ou équipement culturel, c'est... Une typologie. Oui, c'est une typologie d'équipement, ouais. C'est effectivement tout ça. Non, mais c'est vrai que Pierre a raison. En fait, le scénographe, et tout le monde milite quand même pour ça, ça l'est moins là peut-être. Et c'est pas quelqu'un qui décrit, il le décrit, mais c'est du matériel scénique. C'est quelqu'un qui effectivement réfléchit à l'espace pour que la création puisse se faire. Et donc ça va bien au-delà. Ça n'a rien à voir entre guillemets avec l'équipement scénique. Et c'est vrai que on le voit bien quand il n'y a pas de scénographe dans une équipe ou quand le scénographe n'a pas cette vision et n'a qu'une vision de listing de matériel, tout le monde peut le faire, ce listing, c'est évident. On voit bien que le projet ne marche pas. C'est évident. Vous êtes au moins aussi rares hein, que des bons chefs de projet, des scénographes qui ont cette vision-là, c'est-à-dire la compétence technique indiscutable pour prendre du recul par rapport à ça. Bon. Moi, je trouve très intéressant que l'on conclue quasiment sur une question de vocabulaire. Ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, j'ai jamais été personnellement très favorable à la formule scénographe, à la partition du champ sémantique de la scénographie entre scénographe d'équipement et scénographe d'art, ou je sais pas quoi, parce que scénographe décorateur, ça me plaît pas non plus. Qu'on parle de scénographie architecturale, ça me semblerait déjà un peu plus juste, et qu'on parle de scénographie d'art ou de création, why not, pourquoi pas. Bon, il n'empêche que
il n'empêche que ce champ de la scénographie, c'est un champ nécessairement commun aux deux applications, hein, aux deux pratiques. Et il me semblerait, moi, extrêmement intéressant que l'on revienne un peu sur l'historique, Thierry. Quand est apparu ce terme de scénographe d'équipement? Quand il a fait... Ça avait été inventé, je ne sais pas, par Demanja, j'imagine. Oui, voilà. Hein, voilà. Oui, c'est ça, madame, à peu près. Hein, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est Demanja, Voilà. c'est le premier. Oui. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait revenir un peu sur ces définitions et revenir titiller les définitions, encore une fois, pour avoir des arguments, peut-être pour convaincre les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre. Je suis d'accord avec ça. Scénographe architectural, vous vous reconnaissez plus dans le mot. Nous, pour expliquer votre métier, on n'utilise plus volontiers ce terme-là. On pourrait... Et c'est vrai que ça permettrait peut-être, parce que beaucoup d'architectes qui ont l'habitude des lieux culturels comme Stéphane et Marie-Agnès prennent toujours avec eux, ils sont toujours accompagnés d'un scénographe, certains non, considérant que c'est pas utile, parce qu'effectivement, ils pensent à cette... Ça permettrait peut-être effectivement que certains architectes comprennent le bien fondé, l'intérêt et surtout ce que ça peut apporter d'important au niveau du projet. Très souvent, on dit comme parce que c'est un peu obligatoire, hein, que les appels d'offres et les scénographes, ils nous mettent pour faire l'appel. Ils se trompent, ouais. Non, là, t'es pessimiste, Pierre. Là. Non, mais... Pierre, reprends-toi. Non, mais c'est... Arrête les concours où il n'y a pas le désir, Pierre. Si tu en as 1 sur 10, c'est pas marqué. À la lecture du programme, tu dois le retrouver. C'est sûrement parce qu'on en perd beaucoup en ce moment. Ah voilà, c'est ça. Et il ne faut pas les faire. C'est tout. Oui, c'est vrai. Donc, souvent, on est quand même obligé de faire des candidatures sans avoir le programme. Ouais, c'est sûr. Donc, on est quand même obligé souvent de candidater sans avoir le métier. Ouais, c'est parfois, oui, c'est vrai. Oui, mais une fois que tu reçois le programme, tu peux tout à fait... Dire. Ben ça, c'est compliqué de convaincre l'architecte. Oui. C'est vrai aussi. À ce moment-là, tu transgresses sur ce programme et tu essayes de... Alors, je sais que c'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile. Et du coup, vous perdez, oui. Bon. Nous, on ne peut pas laisser tomber parce qu'on est retenu moins souvent que vous. Hein. Quand on est retenu, on est vraiment content. Et la transgression, c'est aussi un vrai sujet. Bah oui. Ouais. C'est une fois. C'est vrai que c'est important, oui, en fait, oui. Donc, en fait, on arrive à la fin de cette table ronde. Je propose que l'un de vous fasse une conclusion ou chacun d'entre vous, à ce moment-là, très rapidement. Qu'est-ce qui souhaite... Oui. Non, je vais juste dire un truc que je trouve assez marrant parce que c'est vraiment là on voit qu'on est au Festival d'Avignon parce que on arrive toujours à créer quelque chose. Donc là, moi je suis content qu'on ait réussi à abandonner scénographe d'équipement pour aller vers scénographe architectural. Et ça, c'est une création Avignon 2024. Et voilà.